Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast de la Geste d'Orlan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre issu d'une autre gigantesque saga, puisque j'aimerais vous parler de Nana, tiré de la série des Rougon-Macquart de l'écrivain français Émile Zola. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les Rougon-Macquart, c'est la deuxième très grande série, après la comédie humaine, qui regroupe pas mal d'ouvrages. Bon, comment est-ce que je suis tombé sur le livre? Je vais pas vous expliquer vraiment comment je suis tombé dessus parce que Nana, c'est un livre tellement connu que c'est pas très intéressant. Par contre, à la place, je peux vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée lors de ma lecture. En fait, il y a deux choses. C'est un livre, d'abord, qui existait étrangement en plusieurs exemplaires chez mes parents. Et rappelez-vous, je vous avais expliqué que les livres chez mes parents, ils étaient en général cachés. Alors attention, je dois préciser tout de suite, je parle des livres classiques, avec des gros guillemets. Donc ceux-là, ils étaient rangés vraiment dans des armoires fermées, mais pas celui-là. Et donc, j'étais en train de lire ce livre, justement, lorsque ma mère est arrivée, et, vous savez, elle aimait bien faire des commentaires lorsque je lisais des livres, surtout des classiques. En général, c'était des commentaires plutôt négatifs. Alors, pas forcément sur moi, mais plus sur le livre. Je me rappelle, j'avais eu le coup avec Le Rouge et le Noir, et elle m'expliquait qu'elle avait détesté le livre en question. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire des commentaires négatifs quand je lis un livre, mais bon, ça arrive parfois. Mais pour Nana, ça a été un peu différent. Donc j'étais en train de lire le livre, parce que ma mère est arrivée, et après avoir constaté que je lisais Nana, elle s'est exclamée en me regardant, Nana, c'est moi. Je vous jure, c'est vrai. J'étais très gêné quand j'ai entendu ça parce que moi, je lisais le livre et j'avais l'air de comprendre quand même ce dont il était question et qui était vraiment Nana. Je vous invite donc à faire attention à comment vous lisez les livres que vous lisez. Et justement, qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Bon, le livre est divisé en 14 chapitres et il se déroule sur 3 ans, 1867-1870. Il est la suite de L'Assommoir qui est une autre œuvre de Zola. Et je le dis tout de suite, c'est pas nécessaire de lire L'Assommoir pour comprendre Nana, d'accord? Et je pense que L'Assommoir peut se lire aussi de manière indépendante. Alors, je vous dis, j'ai lu Nana, j'ai pas encore lu L'Assommoir, mais en préparant ici l'épisode, eh bien oui, effectivement, je me suis souvenu que L'Assommoir était les prémices de Nana, et ça m'a donné envie de le lire, donc ce sera une prochaine lecture. Je lis pas tout de suite, mais j'en ai deux, trois avant, mais il est dans ma liste proche, on va dire. Alors, dans Nana, on suit l'ascension et la chute d'une jeune femme, Nana, issue d'un milieu modeste et qui fait tourner les têtes du Paris mondain grâce à son charme et à son corps. Tout de suite, je vous le dis, Nana, c'est une prostituée de luxe, d'accord? Et on n'est pas là pour juger le métier des gens. Et vous allez comprendre que je vais juger d'une certaine manière Nana, mais c'est pas forcément sur son métier ou ses activités, on va dire professionnelles, plus sur son attitude. Mais vous allez comprendre. Donc, on commence au théâtre des variétés dans lequel Nana apparaît sous les traits de Vénus dans une opérette. Une opérette assez vulgaire, vous allez le voir. Et autant le dire tout de suite, Nana, elle n'a aucun talent de chanteuse, aucun talent d'actrice, mais pourtant, elle va arriver à fasciner tout le monde. Comment? Eh bien, quand elle va arriver dans son costume de Vénus, très déshabillée, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, pour vous donner une idée, bien, en fait, vous avez tout le début, c'est une longue description de cette opérette. En tant que musicologue, moi, je trouve ça toujours très intéressant. Mais on va pas tout lire, je vais vous lire un peu la fin, et vous allez comprendre l'ambiance, en fait, qui règne dans cette opérette. Dès lors, la pièce était sauvée, un grand succès se dessina. Ce carnaval des dieux, l'Olympe traîné dans la boue,
toute une religion, toute une poésie bafouée semblèrent un régal exquis. La fièvre de l'irrévérence gagnait le monde lettré des premières représentations. On piétinait sur la légende, on cassait les antiques images. Jupiter avait une bonne tête, Mars se tapait. La royauté devenait une farce et l'armée une rigolade. Quand Jupiter, tout d'un coup amoureux d'une petite blanchisseuse, se mit à pincer un cancan échevelé, Simone, qui jouait la blanchisseuse, lança le pied au nez du maître des dieux en l'appelant si drôlement mon gros père, qu'un rire fou secoua la salle. Pendant qu'on dansait, Phébus payait des saladiers de vin chaud à Minerve, et Neptune trônait au milieu des 7 ou 8 femmes qui le régalaient de gâteaux. On saisissait les allusions, on ajoutait des obscénités, les mots inoffensifs étaient détournés de leur sens par les exclamations de l'orchestre. Depuis longtemps, au théâtre, le public ne s'était vautré dans de la bêtise plus irrespectueuse. Cela le reposait. Pourtant, l'action marchait au milieu de ces folies. Vulcain, en garçon chic, tout de jaune habillé, ganté de jaune, un monocle fiché dans l'œil, courait toujours après Vénus, qui arrivait enfin en poissarde, un mouchoir sur la tête, la gorge débordante, couverte de bijoux d'or. Nana était si blanche et si grasse, si nature dans ce personnage fort des hanches et de la gueule, que tout de suite elle gagna la salle entière. On en oublia Rose Mignon, un délicieux bébé avec un bourrelet d'osier et une courte robe de mousseline qui venait de soupirer les plaintes de Diane d'une voix charmante. L'autre, cette grosse fille qui se tapait sur les cuisses, qui gloussait comme une poule, dégageait autour d'elle une odeur de vie, une toute-puissance de femme dont le public se grisait. Dès ce second acte, tout lui fut permis, se tenir mal en scène, ne pas chanter une note juste, manquer de mémoire. Elle n'avait qu'à se tourner et à rire pour enlever les bravos. Quand elle donnait son fameux coup de hanche, l'orchestre s'allumait, une chaleur montait de galerie en galerie jusqu'au cintre. Aussi fut-ce un triomphe lorsqu'elle mena le bastringue. Elle était là chez elle, le poing à la taille, asseyant Vénus dans le ruisseau, au bord du trottoir. Et la musique semblait faite pour sa voix faubourienne, une musique de mirliton, un retour de foire de Saint-Cloud avec des éternuements de clarinette et des gambades de petites flûtes. 2 morceaux furent encore bissés, la valse de l'ouverture, cette valse au rythme polisson, était revenue et emportait les dieux. Junon, en fermière, pinçait Jupiter avec sa blanchisseuse et le calotait. Diane, surprenant Vénus en train de donner un rendez-vous à Mars, se hâtait d'indiquer le lieu et l'heure à Vulcain qui s'écriait « J'ai mon plan ». Le reste ne paraissait pas bien clair. L'enquête aboutissait à un galop final, après lequel Jupiter, essoufflé en nage sans couronne, déclarait que les petites femmes de la terre étaient délicieuses et que les hommes avaient tous les torts. Voilà. Ça continue comme ça vous donne une idée d'ambiance, hein. Eh oui, parfois l'opéra, ça peut être vulgaire. C'est tout à fait possible. Après ça, Nana devient rapidement la star, la coqueluche du tout Paris. Et elle attire à elle les hommes parmi les plus puissants, les plus fortunés, les plus en vue de la capitale française. Elle vit dans un très bel appartement sur le boulevard Haussmann et, eh bien, c'est une femme entretenue. Donc elle a plusieurs, ouvrez les guillemets, protecteurs fortunés. Donc je le rappelle quand même, hein, c'est une prostituée qui vend ses charmes, qui vend son corps pour de l'argent, des cadeaux. Et Nana va accumuler en effet les amants sans réellement s'attacher à aucun d'eux. Donc, vous voyez, elle va collectionner les protecteurs, elle va leur soutirer chaque fois de l'argent, ou ils vont lui offrir de l'argent, mais voilà, elle ne reste pas forcément fidèle, elle garde sa liberté, d'accord? J'utilise le mot comme ça, vous allez voir, on va y revenir après. Mais bon, au fond, Nama, elle est dépensière, ça la regarde, et surtout elle est très capricieuse. En un mot, c'est quelqu'un de très instable. Parmi ses amants les plus importants, on trouve le comte Muffat. C'est un homme très riche, très puissant, il est proche de l'impératrice, si je ne me trompe pas. Sa femme est présentée dans le livre comme une femme vraiment très respectable, donc il est marié, il est rangé, il est très 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 pieux, hein, catholique, pratiquant,
Et vous savez que l'habit ne fait pas toujours le moine, comme on dit, donc il faut se méfier des gens qui exposent un peu trop leur belle morale, leur morale chrétienne. Ça existe, il y a des gens qui ont leur morale, il y a des gens qui ont leur foi, qui sont très croyants. C'est pas parce que vous êtes très croyant que vous êtes forcément quelqu'un de bien, et c'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que vous êtes quelqu'un de mauvais. D'accord? Mais dites-vous que dans les idées reçues, dans les sociétés, il y a souvent ça. Ben, dites-vous que vous pouvez exposer une soi-disant foi, et au fond être complètement hypocrite et n'en avoir rien à fiche, mais c'est simplement une question d'image. Donc vous avez ce comte Muffat qui, en homme pieux, eh ben, va résister à Nana. Et bon, alors le pauvre, enfin je dis le pauvre, non, pas du tout. Je trouve ce genre de personnes totalement méprisables. Vraiment, ce genre de personnes en plus qui sont des puissants et qui n'ont aucun amour propre et qui soi-disant luttent. Vous savez, c'est tellement dur de lutter contre la tentation. Ça me dépasse, ça me dépasse. Quand vous en êtes à des responsabilités et que vous n'arrivez pas à contrôler vos petits intérêts bassement physiques, bah alors c'est que vous avez rien à faire là et que vous ne méritez pas d'être une élite. Quand on est une élite, l'élite, vous savez, ça amène pas des privilèges, ça amène des responsabilités. C'est vraiment ce que je pense. Si toutes les élites pensaient comme moi, je pense que le monde tournerait bien mieux. Bon, donc il succombe, même lui, vous voyez, il succombe à Nana, il devient un de ses protecteurs les plus réguliers. Il n'est pas le seul à succomber, puisque bah, vous avez beaucoup de têtes qui vont tourner hein, avec les charmes de la jeune femme. Bon, à tel point qu'elle va même avoir un article qui va être écrit sur elle sous le nom de Mouche d'or. Et alors, Mouche d'or, c'est un article qui décrit une fille qui a grandi dans la misère et qui empoisonne l'aristocratie par le stupre. Le stupre, c'est un très joli mot pour dire une très vilaine chose. Voilà, le stupre, moi j'aime bien ce mot-là. Bref, donc Nana continue son train de vie intenable, et beh, elle dévore des fortunes entières. Mais vraiment, hein, il faut imaginer, elle dévore alors comment? En mobilier, en bijoux, en robes d'apparat, en chevaux et en dîners de gala, en dîners, et des dîners pantagruéliques. Et dites-vous, elle jette littéralement l'argent par les fenêtres pour satisfaire son bon plaisir. Et pourquoi elle s'en priverait? Parce qu'elle a toujours un nouvel amant pour payer ses dettes. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben, vous n'avez pas beaucoup de dépenses. Puis quand vous avez plus d'argent, vous avez curieusement plus de dépenses. N'oubliez jamais, effectivement, si vous avez de l'argent au point de pouvoir vous acheter plusieurs maisons, beh, avoir une maison, ça coûte de l'argent, il faut l'entretenir, avoir un jardin, avoir, je sais pas moi, des gens qui, peuvent être là, par exemple un jardinier ou quelque donc, vous voyez les dépenses ça peuvent vite grimper. Mais effectivement, si vous achetez des bijoux, si vous achetez, des robes enfin le prix des vêtements, ça peut monter, en flèche, hein. Est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais je vous dis, j'ai déjà vu un jour un supermarché de riches. Alors, vous allez me dire: «Mais c'est quoi un supermarché de riches?» Je vous jure, c'est vrai. J'étais au Portugal et j'étais dans un quartier, pour les vacances, un quartier de gens très, très fortunés. Mais moi, j'ai pas d'argent, hein, donc ne me demandez pas, hein. Et il y avait un supermarché là-dedans et j'y suis allé, mais je vraiment, je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux. Vous aviez des bouteilles à des prix, enfin, vous avez des bouteilles à 4, 5 chiffres, des bouteilles de vin, 4, 5 chiffres, facile. Et c'était dans les rayons, comme ça. Vous pouviez acheter du bœuf de Kobe. On est au Portugal, hein. Vous pouviez acheter des produits de toute la planète. Donc le bilan carbone, pouf, il doit exploser. Et je me disais, mais quel est l'intérêt d'avoir ça? Enfin, vraiment, et c'était une chaîne en plus. Donc je me dis, c'est une chaîne de supermarchés. Ben, il n'y en a pas qu'une. Il doit y en avoir un peu partout.
sur le globe. Donc bref, bon voilà, donc et les prix évidemment, c'était des prix aberrants. Mais voilà, voilà, quand vous avez beaucoup d'argent, bah, peut-être vous avez envie d'en dépenser plus. Vous savez, moi je me suis dit, hein, les dépenses, ce sera des livres. Moi je coûte pas cher comme garçon. Bon, Nana, elle a beaucoup de rentrées d'argent, c'est donc très bien. Mais Nana maltraite tous ses amants, et en particulier le comte Muffat qu'elle se plaît à humilier. Donc ça, c'est vraiment une constante du livre. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs, c'est les rapports de pouvoir. Bien sûr qu'il y a une question de la morale, et de la morale à propos du sexe, du corps. Donc tout ça est présent dans le livre, mais je trouve vraiment très intéressant de voir justement ces rapports de pouvoir entre ces gens puissants et une femme pauvre qui prend sa revanche. Alors attention, hein, parce que comme ça, on pourrait dire que c'est bien, c'est un bel exemple, etc. Non, non, Nana, je le dis tout de suite, c'est pas un très bon personnage. Et d'ailleurs, il y a un passage, si je me souviens bien, où Nana va tomber amoureuse d'un acteur. Alors, je ne sais plus si c'est un acteur, mais je pense que c'est un acteur. Et là, elle va retomber, comment dire, soumise en fait, parce que c'est elle qui aime, elle ne contrôle plus du tout, et elle va se faire humilier, elle va se faire battre, et elle va se faire foutre dehors par ce gars-là. Donc Nana, je ne comprends pas pourquoi il y a certaines personnes qui l'admirent parce qu'elle contrôle les hommes, soi-disant. D'abord, elle ne les contrôle pas tous, évidemment, et bah, c'est une pauvre fille, hein. C'est une pauvre fille qui se fait contrôler par ses désirs, qui se fait contrôler par ses émotions, qui se fait contrôler aussi par son soi-disant amour qui n'en est pas. Alors, je reviens quand même à la trame de l'histoire. Donc, vous voyez, hein, toujours dans un livre, mais je le dis à chaque fois, hein, il y a plein d'éléments secondaires que j'évoque pas trop, mais c'est à vous de les découvrir ou les redécouvrir. L'apogée de son règne se situe lors d'une scène assez célèbre. C'est une course hippique, donc une course de chevaux très très connue, dans laquelle vraiment beaucoup de gens assistent, et notamment l'empereur, hein, l'empereur Napoléon III. C'est pour vous dire, c'est un événement important. Et alors, dans cette course hippique, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un cheval qui va remporter la course, mais pas n'importe quel cheval, puisque ce cheval est baptisé Nana. Ben oui, comme l'héroïne, comme son surnom. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pourquoi c'est l'apogée? Parce que quand ce cheval gagne, la foule en délire va crier le nom de Na, 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 etc. Et là, vous allez me dire, bah oui, alors? Eh ben, Nana, elle sera très contente, parce qu'elle entend son nom, son surnom, comme ça, crié par tout le monde. C'est assez médiocre, hein. Si chaque fois je dois réagir quand j'entends mon nom évoqué pour quelqu'un d'autre, je crois qu'on n'en aura pas fini. Mais voilà, ça, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur ce personnage-là. Après cette scène très connue, eh bien, va s'amorcer le déclin de Nana. Pour faire simple, son business plan ne tiendra plus et il va lentement s'éroder dans un premier temps, puis jusqu'à s'effondrer. Pourquoi? Parce que ses amants s'éloignent petit à petit et les fortunes s'effondrent. Quand vous avez des gens qui perdent la tête au point de tout donner sans réfléchir, effectivement, les fortunes, au bout d'un moment, elles peuvent être englouties. Et donc vraiment, Nana, c'est un monstre qui engloutit les fortunes des gens. C'est un feu gigantesque dans lequel vous avez toutes ces fortunes qui vont aller servir de combustible. Mais le feu brûle, et après le feu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, je vous dis, il se passe vraiment beaucoup de choses, des drames. Je raconte pas ça ici parce que c'est intéressant de le lire sur le moment, mais pour vous dire quand même, c'est des sales choses. Et Nana, c'est pas un bon personnage, je le répète, parce que c'est pas une question de la moralité sur le sexe. Moi, je juge pas. Vraiment, c'est pas à moi de juger le travail des gens. Mais c'est vrai que son attitude de manière générale, enfin, il n'y a pas de compassion pour les autres. Vous allez me dire, les autres, ils n'ont pas de compassion pour elle. C'est vrai. Mais vraiment, ce qu'elle fait, c'est pas très bien. Ce que les autres font, c'est pas bien non plus. En fait, ils sont tous pareils, quoi. C'est tous des salauds, des médiocres. Elle quitte Paris. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une série de rumeurs qui vont faire leur
apparitions, notamment on l'aurait vu en Égypte, en Russie, au bras de personnes mystérieuses, de princes, enfin voilà. En fait, on va avoir des discours très très exotiques, mais la réalité, elle est beaucoup moins exotique, parce qu'elle se cache à la campagne, elle abandonne tous ses biens. Pourquoi? Parce qu'elle fuit ses créanciers, tout simplement. Et alors, dans le dernier chapitre, elle revient à Paris, et là, elle connaît un destin véritablement tragique, parce elle va être atteinte de ce qu'ils appellent dans le livre la petite vérole, donc la variole. La variole, ouais, ça c'est une maladie, il vaut mieux pas l'avoir, parce que c'est vraiment une saloperie. Et comment elle a contracté la variole? Eh bien, c'est son fils, et fils dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est son fils qu'elle avait eu très jeune qui l'a contaminé. Donc son fils avait la variole et elle est revenue à Paris pour s'occuper de lui, et puis bah, elle a contracté la maladie. Et son fils, elle l'a eu, je pense qu'elle devait avoir 16 ans, donc très très jeune, hein. Et bon, je suis un peu dur avec elle parce que je pense toujours que c'est un personnage vraiment pas bien, mais évidemment, c'est un personnage qui en a bavé, en tout cas dans sa jeunesse. Donc, il faut le tenir compte de ça pour comprendre pourquoi elle devient comme ça, mais, je continue de dire que c'est quelqu'un de mauvais, j'aimerais pas dire, mais pas bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que c'est pas parce que vous avez subi des choses difficiles ou des horreurs dans votre jeunesse que vous avez le droit d'en faire subir aux autres. Ça, je pense que voilà, n'oubliez pas que vous vous tuez à petit feu en faisant ça. Moi, je l'ai vu, des gens qui effectivement ont souffert quand ils étaient jeunes, et puis qui, quand ils sont grands, ils ne se rendent même pas compte, ils se pensent toujours victimes, alors qu'ils se sont transformés en bourreaux et qu'ils perpétuent les gestes qu'ils avaient reçus et qui dénonçaient. Et qui continuent de dénoncer, ça c'est quelque chose d'incroyable, ça j'ai vu. Ils continuent de dénoncer la maltraitance qu'ils ont subie, mais ils la font subir à leur tour. Je ne sais pas si c'est sans rendre compte, je ne sais pas du tout, mais voilà, c'est assez triste. En tout cas, il y a une forme de déni, ça je peux le dire. Donc bon, elle est atteinte par la variole, mais elle connaissait beaucoup de monde. Po, 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 po. Elle va être délaissée par l'immense majorité de ses amants. Au fond, elle va mourir quasi seule, complètement défigurée, parce que c'est ça, la variole, ça vous ronge le corps, ça vous ronge le visage, et elle sera méconnaissable, et ça c'est bien expliqué dans le roman. Et alors, il y a le petit détail, parce que ça c'est important, je vous ai dit, hein, le roman, il se finit en 1870, 1870, c'est la guerre franco-prussienne. Eh bien, la mort de Nana a lieu en même temps que le début de cette guerre franco-prussienne, et dehors, quand elle meurt, eh bien, dehors, dans le même temps, la foule crie, mais désormais, elle ne crie plus Nana, mais à Berlin, à Berlin. Et donc, vous avez cette superposition de la mort de Nana avec la mort du Second Empire, évidemment. Donc, quand même, petit détail, mais faut le dire, je pense. Pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Eh bien, un peu comme la comédie humaine, l'intérêt premier réside dans le cycle complet, constitué de nombreuses branches. Et c'est quelque chose de très personnel. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes, un cycle comme ça, parce que vous vous dites, mais par où commencer, par lequel, quel est l'ordre précis? Je pense même que Zola avait proposé un ordre idéal de lecture des livres, qui est différent de l'ordre d'écriture des livres, l'ordre chronologique. Moi, je vous dis, vous êtes obligé à rien dans la vie, vous faites comme vous voulez. J'ai lu Nana avant de lire l'Assommoir, parce que j'ai toujours pas lu l'Assommoir. Ça m'a pas dérangé dans ma lecture, et même je me suis dit, je vous ai dit en préparant le livre, ici l'épisode, que j'aimerais bien lire l'Assommoir. Je vais le faire, justement, et ça va être très intéressant parce que ça va me permettre d'enrichir ma lecture de Nana, vous comprenez, et d'avoir un autre regard, un regard un peu plus profond, et puis peut-être de changer ce que je pense de Nana. Parce que peut-être vous l'avez déjà remarqué dans les épisodes, moi il y a une chose qui me touche, c'est quand on fait du mal aux enfants. Allez, je vous raconte une anecdote. J'ai regardé Forrest Gump il n'y a pas longtemps avec ma femme et ma fille. Et vous savez, dans Forrest Gump, vous avez un personnage, Jenny, je pense qu'elle s'appelle Jenny, je pense. Et à la fin, je dis, Jenny, c'est un personnage que j'aime pas beaucoup, parce qu'elle fait que les mauvais choix. On parle d'un personnage de film, hein, de fiction, hein, d'accord? Dans la vraie vie, ce serait différent. Mais j'ai pas beaucoup de compassion pour elle, pour toutes les erreurs qu'elle fait. Il y a une seule chose qui me fait vraiment de la peine et qui me fait toujours de la peine, c'est l'épisode quand elle est petite,
qu'elle subit de la maltraitance de son père. Et évidemment, j'ai compris que c'était le déclencheur de tout ce qui va suivre après, mais je sais pas. J'arrive pas à l'après, elle fait que des mauvais choix, malheureusement. Je veux bien comprendre que je ne juge pas, comprenez, hein, la vie réelle et la fiction, c'est 2 choses différentes. Donc je réagirais différemment si c'est quelqu'un dans la vraie vie. Mais comme personnage de fiction, j'ai vraiment beaucoup de mal aussi parce qu'elle se sent toujours supérieure à ce pauvre Forrest Gump. Et finalement, lui, il fait des bons choix, alors que tout le monde dit qu'il est un crétin. Et bon, et les autres qui se sentent plus intelligents que lui, bah finalement, ils sont pas si intelligents que ça. Bref, mais voilà. Donc c'est pour vous dire, le côté de l'enfance, ça peut évidemment changer beaucoup de choses. Et donc de voir, de retrouver ce personnage de Nana, que je sais qui est déjà morte, mais de voir d'où elle vient, ah effectivement, ça peut offrir un peu plus de, j'allais dire de piquant. Vous voyez, ça peut jouer sur les sentiments différemment, surtout quand on connaît son destin. Ça, c'est quelque chose de, je trouve que la littérature arrive à faire de manière magnifique. Concernant le style, alors Zola n'est pas vraiment ce qu'on appelle un styliste. On le lit pas forcément pour son style, et bien pourtant ici je trouve quand même que le style va bien avec ce qu'il veut dire. Première chose, le style est reconnaissable, donc ça c'est un bon point, et il va bien avec les saletés qu'il raconte. Vous avez déjà entendu, quand je vous ai lu le tout début du roman, et on sent qu'il y a un ton très particulier, et on sent que ça sonne vulgaire. Et donc il rend bien la vulgarité, eh bien, qu'il veut dénoncer, évidemment. C'est un style brut pour une histoire brutale, ça marche bien. Rien ne nous est épargné, les plus grandes bassesses sont décrites, et presque avec délectation, j'ai envie de dire. On a une description assez précise de cette fin de Second Empire, avec ses élites dépravées, cette ambiance, fin de règne. Ça, c'est très important. Cette description est d'ailleurs tout aussi précise lorsqu'il s'agit d'évoquer les corps. Mais attention, ce sont des corps vulgaires, des corps débordant de chair. Il y a un côté dépravé qui recouvre tout de salissure. Et rappelez-vous, hein, Zola a été traité de pornographe plusieurs fois parce qu'il décrivait justement ça. Mais effectivement, son objet, c'est de décrire une certaine réalité. Alors attention, hein, c'est pas la réalité exacte de tout le Second Empire. Il ne faut jamais réduire une société, une ville, une époque, une personne à un livre. C'est pas possible. Mais effectivement, on peut trouver ça. Et cette description d'une société historiquement éteinte a ceci d'intéressant qu'elle peut encore nous parler aujourd'hui. Les comportements et les personnages du roman, s'ils sont laids, eh bien tout ça, ça existe encore malheureusement. Tout ce qu'on trouve dans le roman, on peut le trouver aujourd'hui. Alors attention, faut pas faire de raccourcis, c'est pas parce qu'on vous parle de gens riches qui sont dépravés que forcément tous les gens riches aujourd'hui sont dépravés. La littérature, ça montre le champ des possibles. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est d'ailleurs intéressant de pointer les faiblesses de ces soi-disant élites, toutes ces personnes qui ont besoin de se grandir par des éléments extérieurs. En réalité, ces gens ne sont pas riches. Ils ne l'ont jamais été. Il n'y a que deux richesses qui valent, celle qui vient de la tête et celle qui vient du cœur. Nana est coupable. Pour moi, la chose est certaine. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de compassion pour la mondaine qui montre son vrai visage lorsqu'elle est convaincue de son pouvoir. Parce qu'une chose est d'avoir un business, une autre est d'utiliser son pouvoir pour satisfaire, comment dire, ses petites joies, ses petites bassesses, hein, et satisfaire son narcissisme. Mais, je le répète aussi, c'est une pauvre fille en réalité, et ça, il ne faut pas l'écarter non plus. Hein, je rappellerai quand même que lorsqu'elle tombe vraiment amoureuse, entre guillemets, eh bien, elle redevient victime de son amant. Donc elle est dans des schémas de rapport à l'autre qui sont intéressants parce qu'on voit qu'ils sont complètement négatifs, dysfonctionnels. C'est une pauvre fille, victime du système avant tout. D'accord? Mais, je le dis toujours, elle est tout autant victime que bourreau, faut jamais l'oublier. Dernière chose, il est important de garder à l'esprit d'où on vient
et qui on est pour savoir où aller, au risque, dans le cas contraire, de se perdre. C'est bien cela qui arrive à Nana. La vraie richesse est celle qui vient de notre intérieur, le reste, ce n'est que du vent qui passe. Le pouvoir amène les responsabilités, qui utilise le pouvoir à son profit finit par connaître le destin de la pauvre Nana, finit par être rongée par ses vices. Je vous remercie et vous souhaite bonne lecture.